Tu as évoqué à plusieurs reprises le contexte actuel, donc j'aimerais qu'on rentre justement dans ce contexte, que l'on parle un peu de l'impact des tensions géopolitiques que l'on connaît à l'heure actuelle sur l'industrie pharmaceutique européenne. Pour donner un petit peu de contexte, depuis la crise Covid, on entend beaucoup parler de souveraineté sanitaire. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Et est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, voire de souhaitable éventuellement? C'est un sujet compliqué, la souveraineté sanitaire, parce que, comme je l'ai expliqué juste avant, hem, les entreprises, pharmaceutiques ont vraiment pris le pari à la fois de l'efficience, en ayant une présence globale, mais aussi de la résilience. La résilience a été conçue au niveau mondial et justement pour éviter les chocs. Mais on voit bien que dans les tensions, qu'on a eues, alors avec le Covid, d'abord et puis ensuite après maintenant dans l'environnement géopolitique qui change, la guerre en Ukraine, l'élection, de Donald Trump aux États-Unis, ça change la donne. En fait, on voyait toujours la géopolitique comme étant, bon, bah, c'est en gros, les relations entre États, entre grandes puissances, mais il y a des applications très concrètes dans la pharma, dans l'industrie. Les chaînes d'approvisionnement, en fait, on doit les redessiner complètement. On doit garder à la fois une présence globale et en même temps, peut-être sur des médicaments essentiels, arriver à trouver une production plus régionale. Parce qu'aujourd'hui, ces chaînes, elles sont globalement très fragmentées, très répandues partout dans le monde. Quel est l'état actuel, pour qu'on comprenne bien? Ouais, elles sont, bah, en gros, heu, tu vas avoir, un API, donc les ingrédients, actifs qui vont être, heu, sourcés, souvent alors pour nous, les médicaments innovants, c'est quand même très souvent en Europe, hein, plus 60-70, un peu aux États-Unis, puis après un peu en Inde et en Chine. Pour les médicaments génériques, je pense que la réalité est différente, c'est beaucoup plus du sourcing en Inde et en Chine, donc il y a une exposition à ça qui est différente, c'est important de faire la distinction. Mais après tu vas avoir, une chaîne de production qui va être, dans un pays, après dans un autre pays, tu vas avoir le packaging dans un troisième pays et puis après tu vas avoir une livraison sur une aire géographique qui peut être, régionale ou même mondiale. Heu donc donc oui, c'est vraiment penser, efficience, résilience. Maintenant forcément, si les frontières se referment, si, on voit des barrières à l'exportation, si on voit, des barrières tarifaires, douanières, heu, vraiment être appliquées, bah, ça va redessiner un petit peu toutes les tensions. Nous, on se bat contre ça parce que, à la fin, si on venait à payer, je sais pas moi, 20-25 de tarifs sur des exportations aux États-Unis, bah, à la fin, c'est des revenus, si tu veux, qui ne pourraient plus être alloués à la recherche. Donc chaque euro, chaque dollar qui serait, soumis à une barrière douanière, en fait, bah, c'est tout ça en moins qu'on n'arriverait pas à allouer sur, la recherche, sur les prochains cycles d'innovation. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc on doit repenser une forme de relocalisation, mais tout en gardant en fait, des efficiences au niveau international. Donc c'est vraiment un sujet passionnant et complexe pour les entreprises aujourd'hui. Il y a beaucoup de voilà, donc tu évoquais, retourner aux États-Unis. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui le font en Chine. Il y en a qui aussi, continuent à investir en Europe et c'est très bien. Mais faut trouver le juste milieu entre présence globale, synergie au niveau de la supply chain, et en même temps essayer d'apporter aussi, en temps de crise, des réponses qui soient viables, qui soient à la hauteur des événements. Donc voilà, un sujet qui vraiment se redéfinit de multiples facettes. Et tu as appelé ça un équilibre, une balance finalement entre, cette ouverture et cet éclatement des chaînes et puis, la nécessité d'avoir certains la défense de certains enjeux stratégiques peut-être sur le territoire européen. Parce que c'est parfois difficile de placer le curseur où se trouve le bon équilibre et à quel point on a envie, que les choses, reviennent sur le territoire européen. On parlait avant des choix stratégiques que l'Europe doit faire. Moi, je pense pas que l'Europe doit tout nécessairement tout faire. Je pense qu'on peut bien travailler avec nos alliés. Je pense que dans des relations apaisées, on peut très bien, travailler avec, heu, le Royaume-Uni. On peut travailler avec la Suisse. On a plein d'accords commerciaux sur lesquels on est en train de travailler avec l'Inde, bon, il y a l'Australie, il y a le Canada, il y a plein de pays du G7, j'irais même jusqu'au G20, heu, qui d'une certaine manière aussi partagent les mêmes valeurs et qui sont en mesure d'être des partenaires sérieux, crédibles,
pour notre environnement, nous, d'entreprise pharma. Donc on n'est pas obligé de tout avoir en Europe. La dé le sujet qu'on est en train de porter sur alors ça s'appelle, Critical Medicine Alliance, c'est, justement, qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et quand on regarde vraiment, il y a une liste de médicaments, à peu près, où on sait que, c'est vrai que là, on doit, être très attentif, heu, mais encore une fois, tu peux pas contraindre l'entreprise, si tu veux, à venir en Europe. Tu dois l'inciter et c'est vraiment cette relation de confiance dont je parlais avant sur la partie affaires publiques. C'est, heu, une entreprise, elle vient dans un territoire parce qu'elle sent que, il va y avoir, un soutien des pouvoirs publics. Il va y avoir aussi un marché, des débouchés, si tu veux, pour ces innovations. Et ça, c'est pas de la localisation forcée. Donc l'équilibre, c'est, si tu veux, autonomie stratégique, mais pas localisation forcée, en fait. C'est vraiment ça qu'on arrive. Est-ce qu'on a la réponse? Non, mais on est en train de l'élaborer, ensemble avec les pouvoirs publics. Quand on parle de géopolitique, on pense souvent justement aux relations entre les grandes puissances et les tensions en gros qui peuvent exister. En quoi ces tensions peuvent affecter l'industrie pharmaceutique, notamment quand ces entreprises-là sont des multinationales avec des intérêts qui sont divergents? Ouais, dans la continuité de ce qu'on disait, barrières tarifaires, barrières non douanières, contrôle à l'export, restriction à l'export. Donc là, sur les chaînes d'approvisionnement, c'est un problème. Un autre problème, ça va être sur, par exemple, la reconnaissance des standards internationaux. Je veux que mon standard soit le standard international. Bon, très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir, faciliter l'accès le plus rapidement possible aux médicaments. Donc on veut une harmonisation des standards. C'est pour ça qu'on travaille avec l'ICH, depuis sa création. On est très ravis de voir que la Chine, en 2017, a pris la décision stratégique de rejoindre l'ICH et la Chine, a énormément évolué, dans le bon sens pour augmenter ses standards. Mais c'est pas le cas de l'Inde aujourd'hui. Donc, voilà, quand on fait un accord de libre-échange avec l'Inde, on va pas signer un accord, j'espère que l'Europe ne signera pas un accord, heu qui l'engagerait, heu à baisser ses standards réglementaires. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une vraie décision. La géopolitique, elle se traduit par de la politique industrielle. Quand la Chine, en 2015, prend le tournant de dire: «Je prends un pari stratégique pour rentrer dans la santé, je veux que 2015-2025, on soit des leaders», il y a toute une décision, en fait, derrière de politique industrielle qui va être prise pour inciter les entreprises multinationales à venir en Chine. Des exemples concrets, donc je te parlais de l'ICH en 2017. La même année, ils ont décidé de rendre de manière annuelle l'update de la liste, des remboursements qui sont, remboursés. Avant, c'était une update, il n'y avait pas forcément de visibilité, c'était tous les, 5-6-10 ans. Le fait que chaque année maintenant tu aies une update en décembre, c'est très intéressant parce que ça montre que chaque année, les entreprises internationales qui arrivent avec des innovations, elles peuvent rentrer sur le marché chinois. C'est le ticket d'entrée, si tu veux, pour les Chinois. Ça, c'est de la politique industrielle. Et c'est parce que la Chine a pris le pari géopolitiquement d'être une puissance mondiale de la santé. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple, très concret d'un événement justement géopolitique qui a eu un impact direct sur, l'industrie pharmaceutique? Par exemple guerre, et autres? Je peux vous parler de la guerre en Ukraine, ouais. La guerre en Ukraine, le conflit, qui a été, je pense pour tous les Européens, un vrai choc parce que c'est la guerre de retour sur le territoire européen. Nous, dans notre petit monde de la pharma et de la santé en général, c'était aussi des sujets très complexes et de naviguer cet environnement géopolitique, concrètement, c'est quoi? C'est on se rend compte qu'on a des, des livraisons de médicaments, on a des transports de médicaments qui sont bloqués aux frontières. On se rend compte qu'on a des usines de production qui sont au milieu d'une zone de conflit. Alors, c'est tout le personnel, bien sûr, les entreprises, elles doivent prendre des décisions stratégiques pour, trouver des solutions, mais c'est aussi, du coup, toute une partie de la production, du coup, qui n'est plus disponible sur place, qui n'est plus disponible aussi à l'exportation. Il y a toute la question des essais cliniques. Les essais cliniques en cours,
que ce soit en Ukraine ou en Russie, le débat, ça a été, pendant très longtemps: «Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit arrêter?» Heu, Est-ce qu'un patient russe, heu, sous prétexte que son pays est entré en guerre avec, l'Ukraine, a le droit ou pas de continuer à participer à un essai clinique en cours? Donc vraiment des questions éthiques, morales sur lesquelles, de fait, on doit se positionner en tant qu'industrie. Des essais cliniques qui sont aussi, conduits dans plusieurs pays. Donc s'il y a toute une branche de l'essai clinique, qui doit être mise de côté, qu'est-ce qui se passe pour le reste des patients? Tu vois, il y a vraiment des questions très concrètes, en fait. Et puis un aspect humain, vraiment important, c'est, tous les réfugiés. Je crois qu'on c'est 4 millions 8 peut-être et ça de réfugiés, en Ukraine. Donc des personnes qui quittent l'Ukraine et dans les pays limitrophes, forcément, ben, il y a des besoins au niveau de patients. Donc la pression que tu vas mettre sur les systèmes de santé, elle est réelle. La Pologne, c'était très compliqué de gérer, cet afflux de patients, en fait. Et puis toutes les questions qui se posent, donc bah, tes schedules de vaccination, c'est compliqué de les respecter. Tes dépistages, ton traitement, si tu veux, routinier dans toutes les maladies, ben, c'est tout ça, en fait, c'est mis en question et donc les conséquences à long terme d'un conflit, ou d'une pandémie Covid, mais c'est vraiment magnifié à mesure du temps. Donc nous, bien sûr, on doit réagir. Concrètement, c'est négocier, des exemptions dans les sanctions que l'Union européenne, par exemple, peut prendre sur la Russie et jusqu'à présent, on est dans le 16e package de sanctions. Il y a On a toujours, une exemption pour les médicaments, hein, parce que l'Europe considère que, il serait immoral, de priver, les patients russes, d'accès à des médicaments essentiels et c'est tout à fait louable, hein. Mais tu vois, ça, c'est vraiment des considérations, issues de la géopolitique, de la réalité, de l'environnement mondial, quoi.